Il existe au sein de notre propre galaxie une multitude d'objets célestes. Des nébuleuses qui donneront la vie à des étoiles qui ont donné la vie. Et si vous continuez plus loin, des années-lumière plus loin, vous pourrez tomber sur des objets bien particuliers. Nous nous sommes rendus à l'Observatoire de Paris afin de rencontrer des astrophysiciens qui pourraient nous en dire plus sur les pulsars. Nous y avons rencontré Guillaume Voisin, doctorant en astrophysique qui justement étudie ces objets célestes. Alors un pulsar, c'est constitué d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, qu'est-ce que c'est? C'est un résidu d'étoiles massives, alors une étoile telle qu'on peut les voir dans le ciel, qui sont en tout point similaires à notre Soleil, mais massives, donc plus grosses, mais du même type, c'est-à-dire une grosse boule de gaz en incandescence, telle le Soleil. À la fin de sa vie, donc elle s'effondre, et au milieu, il reste cette étoile à neutrons qui est extrêmement dense, du coup, parce qu'elle est compressée par sa propre gravité. Elle fait typiquement une vingtaine de kilomètres de diamètre et est encore plus lourde que le Soleil. Donc vous imaginez le Soleil dans la taille d'une grande ville, sachant que le Soleil est typiquement des centaines de milliers de fois plus lourd que la Terre elle-même, par exemple. Et ces étoiles à neutrons ont la propriété d'avoir un champ magnétique extrêmement intense, donc en d'autres termes ce sont de très gros aimants, un champ magnétique de 100 milliards de fois le champ magnétique de la Terre. Et dans ce champ magnétique, eh bien, il y a de la matière qui est piégée, et cette matière va éventuellement se mettre à rayonner, mais en particulier au pôle, un petit peu comme les aurores sur Terre. Et cette lumière va partir selon des faisceaux très étroits au-dessus de chaque pôle magnétique. Et il faut voir que l'étoile à neutrons, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui n'est pas forcément aligné avec l'axe des faisceaux. Donc le résultat, c'est qu'en tournant sur elle-même, eh bien, les faisceaux vont balayer le ciel à 360 degrés. Et à chaque fois qu'un faisceau passe en face de la Terre, eh bien, nous le voyons. Et c'est ça qui fait que ça pulse. C'est ça qui fait que c'est un pulsar. Donc en fait, un pulsar, c'est ni plus ni moins qu'un phare. C'est exactement le même principe. C'est une lumière qui tourne avec un faisceau très étroit. Il n'y a aucun cas de pulsar connu où on peut observer directement comme ça. Pourquoi? Parce que les pulsars d'abord sont des étoiles très petites, 20 km de diamètre, c'est minuscule. Donc pour les voir de très loin, c'est extrêmement compliqué, il faudrait qu'ils rayonnent très très fort. Il est possible qu'ils rayonnent de la lumière visible, mais même avec un télescope immense, c'est quasiment impossible à détecter, sauf dans un cas ou deux. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on regarde dans d'autres longueurs d'onde. Donc les longueurs d'onde, en fait, c'est un peu les couleurs de la lumière. Il y a le bleu, le vert qu'on peut voir avec nos yeux, et puis il y a toutes les autres qu'on ne voit pas avec nos yeux, qui sont par exemple les ondes radio ou ce qu'on appelle les rayons gamma. Et il se trouve que les pulsars rayonnent beaucoup en radio et aussi en gamma, mais en gamma, pour des raisons techniques, c'est très dur à observer. En revanche, en radio, on sait très bien faire de très grands télescopes radio. En particulier, moi dans mon travail, j'utilise des données du grand radiotélescope décimétrique situé à Nançay, à 80 km au sud d'Orléans en France. Direction le radiotélescope de Nançay qui fait partie de l'Observatoire de Paris. Créé il y a une soixantaine d'années, il était notamment utilisé pour observer l'hydrogène présent dans les galaxies afin d'étudier l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, il est majoritairement utilisé afin d'étudier les pulsars. Nous avons rencontré un chercheur du CNRS qui nous explique comment il fonctionne. Si l'on veut chercher de nouveaux pulsars, là on va regarder plein d'endroits du ciel différents, les uns après les autres. On passe dessus typiquement un quart d'heure et puis on fouille dans les données, voir s'il y a quelque chose qui revient régulièrement et qui serait la signature d'un pulsar, dont on ne connaît pas encore la période, mais justement ça fait partie des choses à découvrir. Ou alors on observe des objets que l'on connaît déjà, et là on sait où pointer,
on observe pendant une demi-heure, une heure, et on voit l'objet et on l'étudie en détail cette fois. Le télescope est constitué de 2 miroirs. Il y en a un qui est plan, qui sert de premier réflecteur, qui fait 200 mètres de large, 40 mètres de haut, et qui va renvoyer vers un autre miroir qui lui n'est plus plan, et qui va servir à concentrer les ondes radio vers le récepteur. Pour compenser la rotation de la Terre, il faut évidemment faire bouger le récepteur, et le récepteur est situé sur un chariot, et le parcours de ce chariot sur 80 mètres de long fait qu'on peut poser, au sens de faire une pause photographique longue, pendant environ 1 heure. Le radiotélescope est un instrument extrêmement sensible, il faut qu'il capte des ondes radio qui ont été émises à des dizaines de milliers d'années-lumière, et donc il va pouvoir très facilement capter toutes les ondes radio qui sont émises par l'homme du fait de son activité. Donc toutes ces sources d'ondes radio nous gênent effectivement dans les observations. Ça explique un petit peu le positionnement de Nançay au milieu de la forêt somalienne, et le design de l'instrument fait qu'il est un petit peu mieux protégé que les autres instruments mondiaux. On a un instrument qui est relativement bas, avec un récepteur qui est quasiment au niveau du sol. Donc il est un peu moins sensible aux ondes radio du fait qu'il est bas. Une des choses qu'on va faire tout de suite, c'est que quand on connaît l'objet, on va empiler les impulsions les unes sur les autres pendant typiquement 5, 10, 15 ou 30 secondes. Et on va obtenir une impulsion moyenne, une impulsion intégrée sur 30 secondes. Et c'est sur cette impulsion-là que l'on va faire une mesure qui est la base de beaucoup des études sur les pulsars, qui est une mesure de temps d'arrivée. On va dater le plus précisément possible l'instant auquel est arrivée l'impulsion au radiotélescope. Nous retournons à Paris voir Guillaume Voisin qui a reçu les données du radiotélescope. Ce qu'on voit, ce sont les temps d'arrivée du pulsar qui ont été mesurés au radiotélescope de Nançay. Chaque point représente un temps d'arrivée mesuré à Nançay. En pratique, c'est jamais zéro, on a toujours ce qu'on appelle du bruit, donc des petites différences. Là, ici, on a en moyenne des petites différences un peu aléatoires et qui sont de 1,7 microsecondes. Ce qui veut dire qu'on sait en permanence à 1,7 microsecondes près où en est le pulsar, où en est l'horloge. Alors ce qui est très intéressant avec les pulsars, c'est leur régularité. Si le pulsar est isolé, c'est pas très intéressant puisque le signal est parfaitement régulier. En revanche, dès que quelque chose vient le perturber, par exemple, si le pulsar n'est pas seul et tourne en orbite avec un compagnon, typiquement une autre étoile par exemple, et bien alors là, l'interaction avec le compagnon va perturber la régularité du signal. Parce que ces objets-là sont très massifs et ont donc une gravitation extrêmement forte, bien plus forte que tout ce qu'on a dans le système solaire, et nous permettent de tester la théorie de la relativité générale d'Einstein, parce que cette théorie prédit que quand la gravitation est forte, le temps s'écoule différemment. Par exemple, le compagnon, qui parfois passe pratiquement dans l'axe de la trajectoire de la lumière, va dévier la lumière légèrement sur son passage, parce qu'elle va être attirée par le compagnon. Et ça nous permet de connaître directement quelle est la masse du compagnon, par exemple, ce qui est très compliqué à mesurer ou impossible à mesurer autrement. Et donc c'est pour ça que les pulsars sont des objets extrêmement précieux pour l'astrophysique, parce qu'ils nous permettent de faire des mesures de précision dues à leur régularité, justement, sur des objets sur lesquels nous n'avons absolument aucun autre accès.